Bonjour et bienvenue dans Pack de Potes, un groupe d'amis réunis par amour du rugby. Je me présente, je m'appelle Charlie, deuxième ligne de mon état au Massif Central à Paris. Je sais, c'est incongru, mais mes interventions dans ce podcast le sont aussi assez souvent. Je suis entouré par deux amis. Si vous entendez un accent un peu bizarre, c'est un accent américain. C'est TK et Thierry Kaufman, mon ami duquel j'ai eu le plaisir de pousser le derrière quand il était pilier et que j'étais derrière lui. On est aussi accompagné par Théo, deuxième ligne aussi. Il a promené ses 2 mètres à la deuxième ligne du Racing Métro, de l'équipe de France militaire, de la CBB. Voilà, c'est un peu notre patte experte pour ceux qui connaissent pas, des interventions très pointues. Voilà pour les voix que vous allez entendre dans cet épisode. Épisode qui sera consacré aux 6 nations de l'année dernière. Car oui, il redémarre bientôt, mais je sais pas si par hasard vous l'aviez oublié, mais l'année dernière, on avait gagné le tournoi. Avec le grand chelem en plus, avec une finale contre les Anglais en plus. Donc pour vous préparer le mieux possible au tournoi à venir, on vous a fait un petit récap, un petit best-of de tous nos épisodes de l'année précédente. On va revenir semaine par semaine sur les victoires de notre 15 de France. Donc revivez les matchs avec nous. On va tout de suite démarrer avec le premier match de l'année dernière, France-Italie. On y va. France-Italie, c'était dimanche. On voit un Dupont déterminé, un Stade de France quand même plein à craquer, 18-10 pour le mi-temps. En effet, on se rassure un peu avant la mi-temps, mais comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, il y a cette déception. On s'imaginait, enfin moi vraiment quand j'ai vu l'équipe alignée, je me suis dit les pauvres Italiens ils vont être mangés tout cru. Mais on oublie trop souvent que l'Italie réussit à tenir, si ce n'est une mi-temps, parfois 1 heure de jeu. Et en général, en début de match, l'Italie ne se laisse pas autant faire que les scores finaux le laissent à croire. Et du coup, c'est un peu ce qu'on a vu. Il y avait en vrai sur l'essai de Jelonche, merci le réalisateur de France Télévisions parce que si vous regarderez, en fait dans un premier temps, c'est pas un Italien qui la botte derrière, c'est Jelonche lui-même qui fait un petit en avant et qui la récupère derrière. Mais bon, et le réalisateur ne le montre pas du tout. Le réalisateur il montre bien le contre de Woki. Après il y a un petit trou et on revient à Jelonche qui récupère le ballon pour aller dans l'embut. Et tant mieux pour nous parce que ça nous a réveillé. Tu es en train de nous dire que l'essai n'était pas valable? Absolument, d'après moi, oui. Non, mais vraiment. En fait, je l'ai vu et après je me dis, donc je le dis à mon pote, j'étais en train de regarder avec moi, je lui dis mais il y a eu un avant quoi, c'est bizarre, je l'ai pas vu. On va voir le ralenti et je vois qu'aucun ralenti le montre, donc ça me conforte un peu dans l'idée qu'il y a un truc qui était qui peut-être aurait mérité de s'y attarder. Et en effet, j'ai regardé après en rentrant à la maison, il me semble. Après, je suis pas expert vidéo, mais bon, toujours est-il que on s'en fout puisqu'on l'a mis quand même. Il est validé. Mais c'est voilà, c'est pas un coup de chance non plus parce qu'on n'était pas totalement à la ramasse. Mais voilà, les Italiens, ils nous offrent une petite une résistance à laquelle on s'attendait étrangement pas. J'en veux pour preuve aussi au niveau de l'envie, c'est que sur l'essai italien, on jaminait la loupe en l'air, mais en fait quand elle retombe au sol, j'ai l'impression que je vais l'accabler, mais c'est encore une fois, Jelonche ne se jette pas du tout dessus, il essaye de faire une petite claquette comme pour continuer à jouer, alors que les Italiens eux montent comme des morts de faim, la récupèrent, et peut-être que là aussi c'était un petit signe que c'est pas pour accabler le joueur, mais c'est pour montrer que sur la première mi-temps l'envie était clairement du côté italienne et que nous on était peut-être un petit peu trop prudents ou je sais pas, mais c'est des petits signes comme ça qui montraient qu'elle était pas, elle s'est pas décantée très vite. Voilà, ce match s'est pas décanté très vite. Il faut saluer, je trouve, la performance des Italiens. Le score à la fin du match, on n'y est pas encore, mais est un peu lourd. Mais ils font une prestation défensive tout à fait remarquable tout le long du match. Et d'ailleurs, on ne trouve la faille que sur des essais sur les ailes, à part l'essai opportuniste de Jelonche, qui en plus, d'après toi, y est pas, Charlie. Mais bon, mais les autres essais sont des essais très construits. Celui juste avant la mi-temps, succession de passes sur un pas. Enfin, c'est vraiment au prix d'un étirement de la défense et d'aller au bout dans les coins qu'on arrive à marquer, parce que la ligne défensive italienne était très performante. Ça n'a pas toujours été le cas. On les a souvent percés quand même en défense dans les années passées. Donc moi, je trouve que c'est encourageant pour eux, parce qu'ils n'ont pas du tout souffert de la comparaison, je trouve. Voilà, ils sont un peu moins de capacité à accélérer et à mettre la main sur le ballon. Mais ils ont été tous sauf ridicules, et cette première mi-temps, on n'était pas trop serein quand même. Et surtout, ce que tu dis prouve pour moi quelque chose d'autre aussi, c'est le fait que pour pouvoir ouvrir, on était obligé d'aller loin sur les ailes à chaque fois. Ça prouvait que devant, les Italiens ont fait un beau boulot parce que
même si sur le papier notre pack était me semblait plus compétitif, on a eu beaucoup devant, je pense qu'ils ont clairement pris l'ascendant, quoi. Ouais, on n'a pas mis la main sur le match, ni dans les rucks, ni dans les mauls, etc. En tout cas, pas outrageusement. Hein. Et là-dessus, le rendement des joueurs qui étaient à la tournée d'automne, qui avait été pas mal au-dessus, là, a été un petit peu décevant quand même. Oui, c'est marrant parce qu'on avait, je pense, 50 kilos de plus dans notre pack aussi. Bon, on recommence avec le début de deuxième mi-temps. C'est dantesque, mais dans le bon sens. C'est parce que Dante est en jambes, il plonge dans l'embut, mais essaie refusé. Les Italiens avancent jusqu'ils rencontrent un mur uni Antonio, bien sûr. Aldrit y va tout droit. Villiers mesmerizes everybody pour son deuxième essai, 23-10. Woki, qui joue deuxième ligne, n'arrête pas à plaquer des arrières sans problème. Tiens, un coup de pied de Ntamak, je n'ai pas encore parlé de lui, mais ça ne marche pas. Ce qui marche, par contre, c'est un 1-2 Dupont-Penaud. Penaud marque son essai à lui, 30-10. Villiers va rester dans notre équipe de France pendant un certain temps, je pense. Il marque son troisième essai juste à la fin du match, 37-10. Ouais, on a vu notamment l'essai, je crois que c'est le deuxième de Villiers, où il fait une espèce de feinte de coup de pied, et puis après, petit cat dep des deux côtés, il les a enrhumés quand même. Ça, c'est vraiment la preuve d'une technique individuelle, d'une vélocité, de qualité d'appui qui sont extraordinaires. C'est toujours sympa de voir ça. On a quand même vu aussi un très bel essai de Damien Penaud avec le « à toi, à moi », comme on dit, là, le long de la touche, je te la donne, tu m'arranges, je te la donne, puis finalement, je vais marquer. Et on a vu à nouveau les jambes de Damien Penaud, pour lesquelles on a toujours une admiration dans ce podcast quand même. Il a une capacité à accélérer d'un seul coup, à rentrer dans les intervalles qui est absolument génial, c'est à la fois très félin, très puissant. Enfin, ces deux joueurs-là, ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup vu la charnière. Hein, ça s'est pas mal dit dans la presse. Meilleur joueur du monde, machin. Les joueurs sont très très ciblés, très très surveillés maintenant. Hein. C'est aussi pour ça que ça passe sur les côtés. Et on l'a déjà dit, Thierry. Le rugby est un sport collectif. C'est pas important que ce soit le meilleur joueur du monde qui marque. Ce qui est important, c'est que l'équipe dans laquelle il joue marque. Et ça fait lui le meilleur joueur. Ok, c'est bon, je comprends. Sur la charnière, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de mal dans la presse. Moi, je trouve qu'elle a pas eu de coup de folie, mais elle a tenu son rang. Donc, je te rejoins un peu dans l'idée de dire qu'à partir du moment où... Tout à fait. Rien de... Par contre, moi, ce qui m'inquiète, donc, pardon, TK, on va rester dans le positivisme. On a 5 points, c'est formidable. On est en tête du classement pour l'instant. On a le bonus offensif. On est content. Mais en plus, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, je vais encore amener du négatif et il va me dire, mais vous êtes pas content, on gagne et vous râlez encore. Mais oui, on va râler. Parce que, moi, en tout cas. oui, parce que la dernière fois. Et je le fais et c'est comme ça. Non, et surtout que moi, ce qui m'a vraiment effrayé, c'est que devant, on n'y était pas. Il y a un truc qui est très symptomatique, c'est que, une des armes du rugby, je n'invente rien, mais c'est quand tu peux, derrière une touche, construire un maul et avancer avec. Ce qui, a priori, quand t'as un pack de mammouths, ne demande pas trop de... ça, les Anglais savent faire, hein. On a vu. C'est ça. Et nous, on sait pas le faire contre l'Italie. Et tout à l'heure, on parlait plusieurs fois. Non. Et on parlait tout à l'heure de l'Irlande. Franchement, je suis content, positif, mon ticket. On a 5 points. Mais putain, quand tu vois ce qu'on fait les Verts devant et quand tu vois ce qu'on a fait, nous, hier devant, peut-être que la semaine prochaine, l'équipe de France montrera le visage qu'elle a montré à l'automne. Et dans ce cas-là, je serais vachement rassuré. Mais pendant ce match, j'avais quand même... les avants m'ont fait peur, quelque part. Ça va être un vrai révélateur la semaine prochaine. C'est vrai qu'ils ont eu quand même une préparation un petit peu troublée. Oui. Hein. Fabien Galtier a le Covid, ils se sont fait coacher par téléphone. Enfin bon, c'est quand même un peu naze, faut être honnête. Donc, on a toujours du mal à rentrer dans ces tournois contre l'Italie parce qu'on sait très bien que grosso modo, on a 9 chances sur 10 de gagner. Donc, au bout d'un moment, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est un petit peu compliqué d'être à 100% sur ces matchs-là. Les mecs ont surtout pas envie de se péter pour la semaine d'après et envie de faire un suffisamment bon match pour être dans la feuille. Et tout ça, c'est pas une énergie très positive, faut être honnête. Donc, je pense d'ailleurs que l'équipe va sûrement changer un petit peu. À mon avis, je pense que Woki va rester, mais je serais pas étonné qu'il remette du poids en deuxième ligne et qu'il fasse rentrer un deuxième ligne plus costaud et qu'il glisse en troisième ligne. Et à mon avis, plutôt à la place de Jelonche, il me semble. On verra bien. J'ai trouvé Aldrit très très fort,
Pour le coup, lui devant, ça a été un régulateur. Il a avancé tout le temps. Il n'a jamais renoncé. Non, mais c'est impressionnant. Ce mec-là, et je trouve, est revenu sur ce match-là à son grand niveau. Oui. C'est le seul devant qui m'a vraiment fait plaisir avec Woki, qui, en dépit d'un positionnement deuxième ligne qui est quand même plus exigeant sur le plan athlétique à cause des mêlées, etc., fait un match de folie. Il est partout, le mec, quand même. Il est partout. Il saute en touche. Enfin, c'est le Woki bondissant, quoi. Il est génial. Donc, ces deux-là m'ont fait plaisir. Le reste du pack, Bamba, il fait une rentrée catastrophique, 36 fautes quand il rentre, etc. Antonio, qui nous fait le coup, je vais au sol, je roule, ça va, quoi. On n'est pas à l'école de rugby ou ni, quoi. C'est bon, ça fait 25 ans que tu joues au rugby, tu sais que c'est interdit, quand même. Ça me gonfle un peu de voir ces fautes-là. Dans le bar où j'étais, j'ai entendu un Atono qui roulait en petit tonneau à ce moment-là. Voilà. Atono, excellent, Atono. Ouais, je reviens rapidement sur l'idée de Dupont, parce que je me disais, est-ce qu'il avait un bon match ou pas? Et en fait, quand tu regardes les débuts de 2 ou 3 essais, en fait, il était toujours là. Celle où il y a, en fait, c'est lui où il y a le deuxième de Villiers. C'est lui qui prend la balle, qui prend 3 mecs pour le plaquer, et André prend la balle tout de suite, hop, il gagne 5 ou 6 mètres toute seule comme ça, et qui passe tout de suite à Villiers. Et après, l'autre, le 1-2 avec Pono. Bien sûr, il était là, il a fait son passe, il a couru exactement, il était au bon endroit pour que Pono lui. Mais vraiment, là, il est superbe. Et là, je voulais juste parler aussi du dernier essai, parce que quand même, j'ai noté on était tout à fait sur le couloir gauche. En 5 passes, on était tout à fait sur la couloir droite. Je pense que c'était Crétin. Et en 5 passes pour revenir, on a encore revenu complètement encore. Donc, en 10 passes, on a fait aller-retour pour marquer. Et ça, c'est Dupont qui est là, quoi, pour faire tout ça. Fait. C'est vrai ce que tu dis. Je pense que Dupont, il monopolise beaucoup de défenseurs aujourd'hui, donc il y a forcément des espaces qui vont s'ouvrir sur les autres, parce que les mecs sont un peu morts de trouille dès qu'ils touchent le ballon, et il y a toujours un plan anti-Dupont, parce que s'il n'y a pas de plan anti-Dupont, il y a essai de Dupont, en fait. Donc, même quand il ne sera pas bon, il va ouvrir des portes pour les autres dans des espaces qui ne seront pas les siens, et tant mieux, ça nous va très bien. Voilà, ça nous va très bien. C'est ce qu'on dit souvent à l'école de rugby aux petits. Charlie, qui est un éducateur chevronné lui aussi, le ballon, tu l'as remarqué, Thierry, court plus vite que les joueurs. C'est-à-dire qu'avec une passe, en 3 secondes, on fait toute la largeur du terrain, en fait, avec 3 passes. 3 passes de gauche, 3 passes à droite. Donc, de temps en temps, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher de la largeur, pas qu'avec de la course, mais avec de la passe, du ballon. D'où la nécessité d'être bon techniquement pour avoir des passes qui vont loin. Voilà. Mais ça, c'est un truc d'éducateur, c'est autre chose. Oui, comme tu dis, c'est vrai qu'on regarde, il y avait quand même du beau. Hein. C'est vrai que, ce qu'on disait, si la charnière n'a pas eu de coup d'éclat, et peut-être tout le monde espère, à l'image de Dupont, tout le monde espère des folies de lui, mais en fait, c'est juste un régulateur. Il fait très bien son job, et voilà. Donc il y a quand même pas mal de bonnes choses, dont surtout une, c'est quand même, voilà, on retrouve notre tournoi, on retrouve notre équipe de France, on retrouve le public dans un stade de France plein à craquer pour un France-Italie. C'est quand même super agréable de retrouver tout ça. Il y a quand même beaucoup de positifs. Enfin, on rentre de plein pied dans un tournoi qu'on est content de retrouver, et on a quand même eu des belles émotions dimanche. Maintenant, on a surtout envie de voir les gros matchs. Voilà, là on est chaud. Ce week-end, c'était bien sûr nos Français contre l'Irlande. Donc, ça démarrait avec un Marseillaise a cappella qui finit, c'était magnifique. Les Irish, ils sont sans leur Sexton, et il y a Dupont qui démarre très très vite, il joue très très vite, un touche, et qui, à part les mains de notre charnière, pas nous, à Pack de Pot, non, Ntamak avec un passe sauté, pas un passe sauté, un offload sauté, j'ai jamais vu ça. Essaye Dupont dans les toutes premières minutes. Et on est pas mal pour ce premier mi-temps. 19-7. Une super mi-temps, Thierry, tu l'as dit, même si ça a été une mi-temps sur courant, je trouve, alternatif. Il y a eu des choses extraordinaires. Fallait pas rater le début de match, fallait pas être parti pisser, pour être honnête, puisque essai à la première minute de Dupont qui était attendu comme finalement pas si en forme que ça. Est-ce que c'est toujours le grand Dupont? Il a mis les pendules à l'heure tout de suite. Ensuite, il y a eu une telle intensité dans le combat dans cette première mi-temps qu'il y a eu quand même pas mal de déchets de part et d'autre. L'essai avant la mi-temps, malgré tout, nous fait beaucoup de bien. Mais il y a quand même des petites choses qui nous inquiétaient dans cette mi-temps, notamment la fébrilité de Jaminet sur les ballons hauts. Là, c'est pour faire du négatif, parce qu'à la fin, il s'en est bien sorti. Mais
l'essai de Hansen est complètement incroyable. C'est un essai de niveau, c'est une erreur de cadet qu'il fait. C'est-à-dire que je regarde le ballon, je regarde mon partenaire, je regarde le ballon, je vois l'adversaire qui saute et qui va marquer. Normalement, ça n'arrive pas au niveau international. C'est pas possible. On apprend très simplement à l'école de rugby à monter au ballon sur les renvois. C'est encore une chose de les attraper, mais au moins on reste pas au sol calé dans ses appuis, donc c'est quand même une très grosse faute. Et là où on voit que les Irlandais restent des bons Britanniques, c'est qu'ils ont ciblé Jaminet tout le match avec les ballons hauts, et plus il était en difficulté, plus il retapait des ballons hauts dessus. Et je trouve qu'il a quand même été costaud, il n'est pas sorti de son match, notamment dans son rendement de buteur. Alors qu'il aurait pu, après cette action-là, d'un seul coup, je trouve, se dégonfler. Voilà. Donc moi j'ai adoré plein de choses sur cette première mi-temps, en particulier Gabin Villière qui est fantastique. Et en même temps, cette première mi-temps, on finit un petit peu sur notre faim parce qu'on se dit, ils ont beau pas avoir Sexton, ils sont pas hors du coup et ça peut passer. Côté irlandais, va pas falloir se trouver en deuxième mi-temps. Oui, et tu as raison Théo, parce que je ne sais pas ce qu'il a dit, le papa de Owen Farrell, le coach des Irlandais, mais ils vont marquer 2 essais tout de suite dans le début de deuxième mi-temps, dans l'espace de 5 minutes. On est d'un coup 22-21 à 50 minutes. C'est un tout autre match. Mais notre public est là. Ouais, moi je me dis que j'avais raison d'être circonspect à la mi-temps, et honnêtement, dans les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. On prend 14-0, 2 essais d'affilée, avec notamment le deuxième essai, celui de Gibson, qui est quand même assez improbable parce qu'il se retrouve tout seul dans un trou énorme. Donc la défense a eu un trou d'air absolument gigantesque. Ils sont mis à 3 ou 4 pour défendre sur une seule zone. Et là aussi, erreur de cadet, un peu comme Jaminet. Donc ça, c'est des choses, je pense, qui sont corrigibles. Et moi, ce qui me donne toujours espoir dans cette équipe, c'est que en faisant des erreurs énormes comme ça, qui peuvent faire basculer des matchs, on arrive à les gagner, ces matchs. Donc c'est vraiment une mi-temps dans laquelle ça aurait pu très très mal se terminer. L'essai de la 52e, il arrive assez tôt pour remettre la tête à l'endroit de tout le monde, l'essai de Baye. Et c'est un super essai. Qu'est-ce qui fait du bien cet essai, juste après s'être pris un 14-0, il nous remet complètement la tête à l'endroit. T'as évidemment parlé du 50-22 de Tagburn, donc je rappelle pour ceux qui nous écoutent, le 50-22 c'est une nouvelle règle qui fait que si on tape en touche depuis derrière sa ligne des 50 mètres, c'est-à-dire celle du terrain, et qu'elle sort en touche dans les 22 mètres de notre adversaire, on bénéficie du lancer. Donc c'est quasiment une pénale touche, c'est quasiment un péno à des moments comme ça. Et là, l'alignement français s'est ressaisi et pique le ballon sur ce truc-là. Pour moi, c'est un des tournants du match. Et il y a un autre tournant du match, à mon sens, et les copains avec qui je l'ai regardé seront d'accord avec moi, parce que sur le match, j'ai dit à ce moment-là que je pensais qu'ils avaient raison, mais en fait, je pense qu'ils avaient tort, à contrario. Les Irlandais, quand ils ont une pénalité et qu'ils prennent les points à la 70e, c'est un moment où les Français étaient pas complètement dans leur assiette. S'ils avaient pris la touche et qu'ils avaient marqué pour recoller, peut-être que ça aurait été une autre issue. Donc ils ont peut-être manqué un petit peu d'audace. Tant mieux pour les Français. Moi, là où je suis très content, c'est que ça fait un match qui était le vrai premier match à pression de ce tournoi, qui est gagné. On est en tête du classement du tournoi. Maintenant, on a 2 déplacements pour essayer d'aller faire un grand chelem si jamais ça veut sourire, avec une finale France-Angleterre le 19 mars au Stade de France. Et ça, c'est quand même une belle perspective. Alors, pour ce France-Écosse, il y a pas mal de visages qui manquent côté Écosse, en fait. Il manque Hamish Watson, troisième ligne préférée, pas juste pour son coupe de cheveux, mais surtout pour ses plaquages. Il y a aussi Jamie Ritchie qui s'est blessé au début du tournoi. Il manque aussi deuxième ligne Richie Gray. Mais dans les arrières, il y a quand même Hogg, Russell, Chris Harris qui assure, un certain Darcy Graham qui éclate en ce moment. Ils n'ont pas un Tulagi, mais ils ont un Tupalu. Donc, c'est quand même une équipe avec un certain poids. Côté France, c'est une équipe qu'on connaît très bien, moins le casque rouge de Villière qui est remplacé par Moefana. Oui, c'était un choix osé de la part du staff, qui a surpris, parce que Moefana, c'est pas un ailier de métier, il joue vraiment au centre, il dépanne de temps en temps à l'aile. Mais là, il a montré que c'était un bon choix, en fait. Ah oui, on va voir ça tout de suite. Ça fait carrément 8 ans on n'a pas gagné ici à Murrayfield, qui était chaud. Et peut-être les dieux de rugby sont avec nous, car on mène à la mi-temps 19-10. Ouais, une mi-temps à 100 à l'heure, dans laquelle on s'est vraiment pas ennuyé, avec une deuxième partie de mi-temps qui était quand même à l'avantage des Écossais, incontestablement, qui se sont pas démontés du tout. Mais quelle classe des Bleus, quand même.
Finn Russell, il fait une erreur qui est quand même catastrophique. Le ballon qui lance plein champ, qui donne à Dupont et lui offre la capacité de relance en début de match comme ça, c'est un truc, faut arrêter, quoi. Tu donnes pas un ballon de but à Cristiano Ronaldo. Enfin, voilà, il paye cash direct parce que la relance, elle est exceptionnelle. Le relais de Marchand, Paul Villemc qui vient marquer. Enfin, c'est des essais qui font vraiment rêver. Juste après, la prise en l'air de Darcy Graham sur le renvoi, elle est effectivement géniale. Et moi, je suis très admiratif de ces joueurs qui ont le timing, la qualité technique, à droit comme des singes. Là-haut, t'as l'impression qu'ils sont pendus à une branche en haut d'un arbre. Ils arrivent à attraper le truc. Moi, je trouve ça génial. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour ça. Et puis assez vite, on a vu que les Français se sont pas du tout affolés, étaient dans leur match, étaient très présents en défense, un gros plaquage à 2 du Dupont-Villemc, des enchaînements pour éviter les touches qui sont extrêmement justes, et puis à nouveau des gestes justes. Penaud, Baye qui est quasiment dans tous les coups, on dirait qu'il joue 3/4 centre le mec, alors qu'il est pilier gauche et qu'il fait les mêlées aussi, c'est impressionnant, il est quand même très très fort. Moefana, dont on doutait dans cette position à l'aile, qui révèle des qualités d'ailier absolument incontestables. Et puis au moment voilà où les Français avaient quand même subi, parce qu'effectivement Rory Darge, qui est impressionnant, il a 22 ans, le troisième ligne, le remplaçant d'Amish Watson, on voit que c'est un sacré client et ça va être un joueur, on va le voir pendant les années qui viennent. C'est top de voir émerger des joueurs comme ça aussi jeunes, avec grosse encore action de Van der Merwe, etc. Mais les Français, avec les 7 ficous, ont fini une mi-temps comme les All Blacks. C'est-à-dire, je prends le jeu d'entrée, je prends un peu de distance, je te laisse t'énerver, montrer que t'es pas mort, je défends, et tu fais une faute, il y a essai. Et ça, c'est la marque des grandes équipes qui ne paniquent pas. Et je trouve que sur cette mi-temps et sur ce match, on va le voir aussi dans la deuxième mi-temps, ils ont complètement passé un cap là-dessus, parce que il me semble qu'ils ont dominé cette équipe écossaise dans le mental et dans le fait d'être quand même assez sûrs de leur force et de gagner à la fin et d'accélérer à chaque fois que c'était nécessaire pour prendre le large. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça de l'équipe de France. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant et vraiment très encourageant. 36-17, un match qui est très bien démarré et très bien fini en domination totale. Ouais, et puis nous, on en a souvent parlé. On n'est pas des Britanniques, on laisse marquer des essais de l'honneur à nos adversaires, même quand on les écrabouille et qu'on les domine en fait de la tête et des épaules, ce qui est le cas dans ce match, parce que l'essai des Écossais à la fin, c'est un super essai qui récompense vraiment un match plein des Écossais. Ils n'ont pas du tout été ridicules dans ce match, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils n'ont jamais lâché, et l'essai de Van der Merwe, qui est un joueur qu'on admire beaucoup quand même. Ce mec-là, il aurait sa place dans toutes les équipes du monde. Il est quand même remarquable. Donc moi, j'ai trouvé ça très sympa pour eux. Cette deuxième mi-temps, les Bleus, ils marchent sur l'eau. Un duel de numéro 9, parce que le numéro 9 des Écossais, Ali Price, est très sympa aussi. Il y a un moment où Ali Price se prend un bouchon de Dupont, mais de l'espace. Je pense qu'il a quand même eu du mal à s'en remettre. Donc Dupont, c'est le mec qui te fait les relances, les éjections, les bouchons en mode taureau. Enfin, il est au four et au moulin. C'est absolument impressionnant. Des erreurs techniques des Écossais quand même, une pénale touche mal négociée par les Écossais qui fait vraiment un bien fou aux Bleus, parce que fin de première mi-temps, on avait quand même un petit peu subi les Écossais pendant un quart d'heure, 20 minutes, donc là on leur remontre qu'on va être opportuniste sur ces trucs-là. Petit clin d'œil, nous quand on a Julien Marchand qui sort, c'est Movaka qui rentre, quoi. S'il te plaît, le banc. Mais laisse tomber, quoi. C'est-à-dire que Movaka, il est quand même énorme. Faut rappeler que c'est lui qui a marqué un doublé contre les Blacks, etc. Le mec, il est remplaçant. Et d'ailleurs, il rentre, il est aussi bon que Marchand, qui a été excellent, mais Movaka, il participe arrachage, machin, 2 contre 1 avec Tao Fifenoa, on décale Tao. Les mecs, talonneur et deuxième ligne, ils jouent comme des 3/4 centres. Ouais. Penaud, on peut que faire des éloges sur les jambes de ce mec. Je peux pas m'en empêcher. J'ai lu dans l'équipe, Damien Penaud, il est directement impliqué sur 22 essais lors de ses 25 dernières sélections. C'est-à-dire que le mec, il te fout le feu au terrain, quand même. Dès qu'il touche le ballon, il y a panique à bord en face. Il marque quand même 2 essais.
le coup de pied d'Ntamak, on a l'impression que c'est facile en fait, tellement c'est beau. Mais c'est magnifiquement joué. Donc, l'inspiration, elle est parfaite, elle est dans le bon timing, et en plus, la réalisation technique, elle est parfaite. Et tu vois que Penaud, c'est pas fait, parce que il l'attrape un petit peu du bout des mains quand même. Il aurait vraiment pu la laisser tomber, quoi. Bah non, il la laisse pas tomber, ça va à dame. C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est un match qui, pour moi, fait rentrer l'équipe de France un petit peu dans une autre ère s'ils arrivent à refaire ces matchs-là. C'est la première fois que je les vois avec, je dirais, autant de conviction et de certitude dans la manière dont ils ont tenu ce match. Et c'est pour moi vraiment, ils ont passé un cap au travers de ce match-là. Il faut absolument confirmer au Pays de Galles. Derrière, il faut écrabouiller les Anglais et on va faire trembler la planète rugby. Voilà. Si on réédite ça, ça va être chaud de nous battre. Allez, ce France-Pays de Galles, si vous vous souvenez de l'année dernière, c'était un match de fou qui était gagné par les Français aux dernières minutes en extremis. Et cette année, on se pose la question, est-ce que ça va être la même chose? De retour sur le terrain, notre équipe qu'on connaît bien maintenant, de retour de Villiers, donc ça me fait plaisir, mais c'est notre Penaud qui n'est pas là. Il y a Moefena qui glisse du centre vers l'aile pour le couvrir, et il y a Dante qui revient au centre. Sinon, pas beaucoup de changements à ce niveau-là pour côté français, il me semble. Côté gallois, il y a quand même pas mal d'inconnus pour moi, pour être clair. Il n'y a pas d'Alwyn Jones. On le reverra peut-être la semaine prochaine. Mais retour de Nivadi et Falotupo aussi en troisième ligne. Bigard est là comme en 10, comme d'habitude, avec les 11 et 14 qui sont vraiment pas mal, Josh Adams et Cuthbert. Mais le jeune Rhys Zamet, il est sur le banc. Sinon, moins de Davis, Jones et Williams que d'habitude. Oh, il y en a quand même du Davis. Enfin, il y en a au moins un, et il y a au moins un Thomas également. Mais c'est vrai que il y a toujours un Williams chez les Gallois. Ça, c'est tout à fait indémodable. Et nous, le retour de Gabin Villiers, qui était la bonne nouvelle du jour, on avait eu peur que son absence dure un petit peu plus longtemps parce qu'on nous avait parlé de fracture du sinus. Donc, je connaissais pas cette blessure. Alors, visiblement, ça dure qu'une semaine de se guérir d'une fracture du sinus. Et tant mieux pour les Bleus. Voilà. Ouais, c'est pas un truc que je veux tenter non plus. Non. ça a l'air pas drôle. Allez, beaucoup de coups de pied dans ce match. Les mêlées sont stables. Villiers fait un joli percé, passe à Moefena vers Jaminet, mais ça ne paye pas. 10-9 pour ce mi-temps qui finit par un drop raté de Jaminet. On est en tête, mais ce match n'est pas gagné. 10-9, c'est un score on peut pas faire plus serré, à part 10-10, quoi, on va dire. Mais on avait pourtant l'impression d'avoir plutôt dominé cette mi-temps. Donc je trouve que les Gallois s'en sortent bien d'être juste -1 à la mi-temps. Ils s'en sortent bien notamment parce qu'ils ont un joueur quand même assez extraordinaire, en la personne de Dan Bigard, qui fait un très gros match, une très belle mi-temps. Il met quand même 2,50-22 dans la mi-temps et il a eu un jeu au pied chirurgical. Ils ont été chercher Jaminet, qui avait eu un petit peu de mal sur les ballons hauts contre les Irlandais. Et donc, ils l'ont vraiment cherché à le faire douter et il a très bien répondu. Après, on marque dans cette mi-temps un essai qui est quand même de toute beauté, qui arrive tôt dans le match, qui fait beaucoup de bien et qui a un petit peu planté le décor quand même de l'équipe qui allait faire la course en tête, ce qui a été le cas. Et au rugby, faire la course en tête, c'est quand même toujours un avantage, d'où l'importance de ces très belles entames que font les Bleus. Cet essai, il est superbe, ça part de Jelonge, ça revient, et c'est lui qui marque à la fin. T'as Villiers qui fait une belle avancée, qui ensuite fait le relais en numéro 9. Ensuite, t'as une passe au cordeau de Ntamak, qui est quand même assez risqué, parce que c'est des passes à interception possible. Donc c'est un essai qui est plein de panache et plein de talent, et qui est superbe parce qu'il y a quand même beaucoup de temps de jeu pour aller le chercher. On a vu quelques trucs un petit peu inattendus, notamment à la 22e, cette espèce de combinaison au pied qui était vachement osée. Je sais pas si tu as vu, quand les Gallois tapent en l'air tout près de la ligne pour aller juste chercher la balle et tenter de marquer l'essai derrière. C'est rarissime de voir ça à haut niveau parce que c'est quand même se séparer du ballon dans une zone de marque où en général en pilonnant, soit on va obtenir la faute, soit on va marquer. Donc c'est assez inattendu. Je pense que c'était culotté. Ils n'ont pas été récompensés là-dessus. Et puis on a eu une mi-temps avec quand même déjà une performance défensive de très haut vol et un impact de plusieurs joueurs comme Willem C, comme Marchand, dans les rucks, sur les grattages, qui ont été vraiment extrêmement précieux. On tourne à 19, mais pour moi, à la mi-temps, on se dit, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment perdre. C'est marrant, mais j'étais pas stressé. Le score était serré, mais j'étais pas stressé.
Ouais, j'avais pas forcément le même sentiment. Moi, j'ai voulu un essai de plus, pour être honnête, pour être un peu plus au calme. Là, deuxième mi-temps, ça commence. Bonjour Oas qui revient, donc ça fait plaisir. Nos Bleus font un mur avec un plaquage à 2 avec William C et Dante. C'était quand même assez sympa. Dante il qui a fait énorme, celui-là. Ah ouais, franchement, énorme. il a à 43e, il fait très très mal au mental des Gallois, je pense. Je savais que tu allais être content parce qu'il fait un bon travail de deuxième ligne avec des plaquages, des soutiens, des grattages et tout ça. C'est nous qui avons le ballon et vite fait, on obtient un pénalité, donc 13-9. En fait, le score, il va pas bouger après pendant des 35 minutes, mais il y a quand même de beaux rugby. 70 minutes encore de pénalité. J'ai pas compris. Soit c'est un pénalité à 50 mètres ou c'est un scrum à 22. Un peu bizarre pour moi. Bye bye Dupont. Hello Jason Statham. Oh, pardon, Mr. Lecou. On est vraiment sous pression, mais heureusement, Ntamak fait une interception sur nos 10 mètres. 75 minutes à l'heure rouge, mais c'est encore Danty qui fait son impression de Bastero et il gratte un ballon très très important. Stressant ce match quand même. Jaminet loupe une pénalité de presque 50 mètres. On va le pardonner, je pense. 2 minutes à jouer et on tape encore le ballon. On ne sait pas faire des pick and go, c'est bizarre. Rhys Zamit, of course, il court vite. On donne une pénalité. On a encore un moyen de perdre ce match. Mais Movaka nous gratte un ballon. Je lance le bot en touche et ouf, je respire encore. C'est vrai que cette fin de mi-temps que tu racontes là, à la 73e, l'intervention, l'interception de Ntamak qui fait un bien fou sur une ligne qui s'approchait quand même dangereusement de notre camp, le grattage de Danty à la 75e qui est ultra précieux, et c'est un moment où Danty avait l'air quand même fatigué depuis 10 minutes, on le voyait un peu traîner la patte, et voilà, l'intelligence aussi du positionnement, d'aller se mettre au bon endroit, faire le bon grattage sans faire faute, et le grattage de Movaka qui nous a rappelé aussi ses prestations contre les Blacks, une ou deux fois il a été dans ses positions caractéristiques également à l'arrière du maul avec le ballon sur les hanches, mais c'est vraiment une mi-temps purement défensive, quoi. C'est-à-dire que 3-0 à la fin, puisque on tourne à 10-9 et on gagne 13-9, donc 3 points de marqués sur cette mi-temps. C'est quand même rare dans les matchs de haut niveau entre grandes équipes qu'il y ait aussi peu de points. Donc c'était place à la défense. Je pense que on voit aussi là toute l'étendue du travail qui a été fait avec Sean Edwards, qui est le coach de la défense des Français, et avec une ligne de défense complètement intraitable, extrêmement peu de plaquages ratés et de défaillances individuelles, et surtout une force collective en défense qui a dégoûté les Gallois. C'est-à-dire que là encore, dans cette mi-temps, même quand ils s'approchaient, on avait l'impression qu'ils trouvaient jamais la faille. Ouais. On a vu des montées défensives et des plaquages individuels, et à chaque fois, quand t'en as un qui se trouve, t'as la deuxième lame qui arrive derrière, etc. Je sais plus, à la 55 ou 57e, là, les Gallois ont le ballon sur une séquence défensive des Bleus, ils reculent de 25 mètres. Ouais. C'est improbable. Donc, voilà, c'est le match qu'il ne fallait pas perdre. L'année dernière, on avait aussi une belle équipe qui avait été perdre en Écosse sur la route espérée de son grand chelem. Il faut quand même le rappeler à la fin, sur un scénario extrêmement cruel. Je sais pas si nos écouteurs et si toi tu t'en rappelles, mais ils nous avaient fait un petit peu ce qu'on avait fait aux Gallois la semaine d'avant, c'est-à-dire retourner le destin complètement quasiment dans les arrêts de jeu. Donc là, c'était l'archétype du match piège. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait ce qu'on attend. On attend le Grand Chelem et, cerise sur le gâteau, le Grand Chelem, la dernière journée contre les Anglais chez nous. C'est-à-dire les scénarios dont on rêve, le scénario génial. Et qu'est-ce qui pouvait nous arriver ? C'est qu'on se prenne les pieds dans le tapis du Principality Stadium là-bas et qu'on rentre avec une défaite 14-13 ou une connerie comme ça. Quelle aurait été la saveur du match de la semaine prochaine ? Elle aurait été extrêmement différente. Donc là, moi, je les remercie surtout parce que ils ont monté le théâtre des rêves pour la semaine prochaine, où on va arriver. Ceux qui seront au Stade de France, j'y serai peut-être, je sais pas. J'espère encore, mais qu'on soit devant sa télé ou devant le Stade de France, la semaine prochaine, tous les amoureux de rugby savent que à 21h samedi, c'est plus la peine de nous appeler. Ça va être chaud bouillant et on va être comme des fous, quoi, en fait. Ouais, ça va être magnifique. Oui, c'est vrai. Maintenant, la semaine dernière, je voulais pas parler du Grand Slam, mais là, on peut-être en parler un petit peu parce que c'est vraiment sur la table maintenant qu'on a. Là, on est obligé. Ouais. Écoute, t'avais parlé d'un mot, c'était que le collectif. Et il y avait un moment que j'adore, les petits moments dans un match comme ça. Il y avait, par exemple, un Gallois qui a plaqué Ficou, qui le chambayait un peu par terre et tout ça, qui le poussait, un truc comme ça. Il y a William C qui vient, qui le pousse dans le dos, qui le bien monte avec deux doigts. Il dit non, tu fais pas ça, quoi.
Et j'adore ces petits moments comme ça, tu vois. Donc, I wouldn't mess with William Say. D'ailleurs, qui parle super bien. Lui et Flamand, tout le monde était étonné sur Twitter. En fait, ils parlent super bien anglais, tous les deux. Bah oui, bien sûr. Alors, pour 2 raisons très différentes. Oui, William Say, c'est quand même un Sud-Africain de naissance. Donc, c'est un pays très multilingue, quand même, l'Afrique du Sud. Donc, je pense qu'il a certainement été à l'école en anglais ou quelque chose comme ça. Et Flamand, il a vécu beaucoup en Angleterre. Il a fait ses études aussi un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est un gars qui a une vraie culture internationale, même si je crois qu'il a commencé le rugby en Belgique, ce qui est quand même assez improbable. Mais néanmoins, ce sont des garçons qui ont une culture internationale, qui ont peut-être un peu moins de complexe face aux Britanniques et face aux Anglais, parce que c'est vrai que souvent, les Britanniques et les natives, n'est-ce pas, font exprès de parler à toute vitesse pour qu'on comprenne rien et qu'on se sente con. Et du coup, on se retrouve en infériorité, on se retrouve en infériorité bêtement. Avec des mecs comme ça, c'est pas le cas. On a Greg Aldrit aussi, dont le papa est écossais, je le rappelle, qui a commencé le rugby à Auch et tout. C'est quand même un Français, mais Aldrit, c'est quand même pas un prénom gersois, un nom de famille gersois. Quoi qu'il en soit, ce qui est absolument génial dans ce qu'ils ont fait, c'est que dans toutes les épopées, aller gagner un tournoi et a fortiori un grand chelem, ils l'ont pas encore fait, mais pour qu'ils le fassent, dans toutes les épopées, il y a des matchs flamboyants et des matchs un peu durs, un peu ric-rac. Il y a des actions ultra méritées et puis des coups du destin. Ils ont coché la case du match qu'il ne fallait pas perdre, qu'ils ont gagné de peu, sans dévoiler de faiblesses extraordinaires et en montrant aux Anglais, les gars, on doute de rien et la ligne défensive chez nous, c'est du costaud. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Tout le reste est à écrire. En plus, on va avoir le retour de Damien Penaud. C'était génial. Il n'était pas là. Il a vécu un petit Covid. Il va être en pleine bourre. Il s'est reposé cette semaine. La semaine prochaine, il va leur mettre le feu à la pelouse du Stade de France. Je l'attends là. Damien, va falloir nous faire rêver. Bah ouais, c'est intéressant que tu parles de ça, mais c'est vrai, c'est un match où il n'y avait pas énormément de grandes actions, ni il n'y avait pas un star de ce match, par exemple. Absolument. Et par exemple, l'homme du match, c'était Marchand, qui est sorti assez tôt, qui est sorti à 50 minutes, quand même. Il a bien fait son taf, je dis pas ça, mais c'est juste qu'il n'y avait pas c'était un travail de collectif. Ça, c'est vraiment ce que je retiens de ce match. Et aussi que, heureusement, on n'a pas pris un carton jaune. C'était vraiment très peu. Il y avait un peu, si on avait pris un carton jaune, ça, c'était le changement de match, ou s'il y avait Penaud. On a fait mieux que les Anglais, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va parler de ça après. Allez, maintenant on passe à le final quand même de ce Six Nations. Pour le compo de la France, pas de surprise, la même équipe qu'on adore, avec le retour de Damien Penaud, et donc c'est Danty qui est au centre. Par contre, j'ai regardé un peu le jour que ça a sorti ce compo, et j'adorais la façon que Ibanez parlait aux journalistes. Il disait AC, le conditionnel, je le déteste, il faut enlever le conditionnel de la langue française ces 3 prochains jours. Et c'était juste magnifique sa façon de parler avant le match, c'était super bien dit. Côté Angleterre, Eddie Jones a pas mal joué avec son line-up. En fait, on a le retour des vieux avec Youngs qui revient en 9 et George qui revient en talonneur. On a un pack qui est un peu plus léger, en fait, 50 kilos de moins que notre pack à nous. Il n'y a pas de Curry, il n'y a pas de Sinclair et Marler qui sont sur le banc, ces deux-là. Il y a Stewart qui est normalement en arrière, mais là, il joue L. Et il y a un certain Douglas Fairbanks, pardon, c'est pas ça, mais c'est Fairbanks qui joue en 15. Quand même, Jones se sent assez en confiance pour dire qu'il a son plan du pont et que ça va fonctionner à merveille. Oui, la suite lui a donné tort. Et je pense qu'on reparlera de l'avenir d'Eddie Jones, qui, à mon avis, ne s'écrit pas aux manettes de l'équipe d'Angleterre. Je l'avais déjà dit un peu avant le tournoi. Et là, je pense qu'il va sauter. Je peux me tromper, mais je pense qu'il va sauter. Et pour ajouter un peu de piment à ce match, il y avait quand même Jacko Pepper comme l'arbitre qu'on connaît très bien du petit match il y a un certain temps dans la Coupe du Monde contre Pays de Galles. Le match démarre, on récupère un ballon, mais en avant par Jelange. Villiers, il est déjà chaud. J'amenais un peu partout dans ce début de match et Jacko Pepper manque une obstruction flagrante des Blancs. Les Anglais, ils envoient Gange pour faire des percées. Et qui gratte un ballon pour nous? C'est Aldrit. Et dommage, Ficou fait un en avant. Grosse opportunité ratée. Allez, bisous sur le front par Aldrit et on continue. Les Français ont l'air d'être en maîtrise, mais les gagnés, merci à Antonio. Jaminet nous donne les 3 premiers points. Les Anglais arrivent à gagner quelques ballons dans l'air, mais qui nous gratte un ballon, c'est Villiers. Et après, c'est Aldrit. Dante fait un passe vers un Penaud bien lancé, mais non, en avant. Villiers essaie sur la côté gauche.
Mais non, c'est pas grave, il aspire 6 Anglais vers lui et 5 passes plus tard, Fickou marque côté droite, bounce pass pour Ntamak. Jaminet manque la transformation, 8-0 à 15 minutes. Les coups de pied de Dupont, ils sont bons. Je pense que nous aussi, on a eu un plan Dupont. Toujours Genge sur les relances, pénalité contre Antonio, 8-3. Grosse faute du 11 anglais qui assassine Jaminet dans l'air. Mais Jaco Pepper a trouvé un moyen de donner la faute contre nous. Bof. La France est quand même en jambes, ça va marquer. Finalement, pénalité pour nous, Jaminet nous donne 3 points encore, 11-3. Marcus Smith tape un chandelle, Stewart le récupère. Oh zut, ils sont dans nos 22. Itoje se fait découper par Dupont. Jelange récupère le ballon, Dupont dégage et maintenant on est dans leur 22. Relance de Jaminet, passe à Villiers en avant. Ça nous fait 3 ou 4 maintenant, mais c'est pas grave. Temps fort anglais, pénalité pour eux, 11-6. Genge a déjà fait 64 mètres en 30 minutes. Ok, mais il va être fatigué plus tard. Ils sont quand même un peu bruyants pour l'instant, les English. Champ libre pour Marcus Smith et Fairbanks. Heureusement, Villiers est là pour les accueillir. Pénalité de 58 mètres est ratée par Jaminet. Fickou nous chope un ballon à 36 minutes. On a une dernière chance de marquer avant la mi-temps. Et c'est Villiers, et après c'est Jelance, et après c'est Ntamak. Et oui, c'est Cros qui glisse son bras. Et c'est 18-6 le mi-temps. Et les Anglais, pour l'instant, ils n'ont jamais eu d'occasion. Tu as tout à fait raison. C'est une mi-temps, malgré tout, un petit peu à sens unique, même si la confrontation a été extrêmement brutale au centre du terrain des deux côtés. Les Anglais avec cette drôle d'idée de faire relancer Genge qui était à côté de l'arrière à chaque fois et d'envoyer Genge dans la ligne, c'était vraiment pour casser du français, c'est clair. Bon, ça n'a pas marché, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont été extrêmement peu inspirés côté anglais, et les Français, on va y revenir un petit peu, s'ils avaient été moins maladroits, ils auraient pu passer 30 points dans cette mi-temps. C'est absolument incroyable, parce qu'ils ont fait plus d'en avant en une mi-temps que dans tout le tournoi. C'est absolument hallucinant. L'occasion quand Fickou se retrouve presque tout seul quand il perce au milieu, honnêtement, s'il l'attrape, il y a essai, à mon avis, à 95% de chance qu'il y ait essai derrière. Il y a eu plusieurs en avant dans des occasions extrêmement franches. Encore une fois, ce qui est génial avec cette équipe, c'est que ils s'énervent pas, ils ne doutent pas, ils y retournent et ça les fait pas douter de leur plan de jeu. Ils continuent après d'avoir des occasions significatives. Ok, ils refont en avant, mais ils savent qu'à un moment, ça va passer et ils ont avec eux la confiance. C'est ça qui est absolument génial sur cette mi-temps. C'est exactement pour ça que chaque fois je disais c'est pas grave, parce que j'avais l'impression pour eux c'était pas grave, ils savaient qu'ils allaient marquer par la suite. C'est vraiment marrant, on l'a très bien senti, et d'ailleurs tourner à 18-6 après une mi-temps où tu as vendangé autant d'occasions, c'est quand même assez chanceux, parce que même les deux occasions qui marquent, les deux essais qui marquent, qui sont tout à fait mérités, mais ils auraient pu aussi ne pas les marquer, parce que sur les deux, il y a des ballons qui tombent certes en arrière et des passes qui sont pas tout à fait assurées sur les deux. Hein. C'est pas propre hein, les essais. Ils sont mérités, mais ça aurait très bien pu rebondir du mauvais côté. L'essai de Fickou, la passe rebondit quand même avant sur le sol avant qu'il l'attrape. Il finit le boulot, mais bon, on sait très bien qu'un ballon de rugby, ça rebondit pas toujours dans le sens où on l'attend. Hein. C'est pas comme un ballon de foot. Et l'essai de Kroos juste avant la mi-temps qui fait un bien incroyable au moral. C'est un essai quand même assez chanceux parce qu'il arrive à pousser le bras et à mettre vraiment un brin d'herbe sous le ballon et Jaco Pepper qui est bien placé l'accorde. Mais des essais comme ça, une fois sur deux, deux fois sur trois, trois fois sur quatre, t'y arrives pas en fait. Et juste avant, il aurait fallu que ce soit Ntamak qui marque quand il perce. Et puis il est repris in extremis et à ce moment-là, tu te dis, bien, ça va encore pas le faire. Kroos a ce petit coup de génie d'étendre le bras. Mais encore une fois, ces deux essais-là viennent avec peut-être un petit peu de chance quand même, compenser les malchances de tous les en avant de la première mi-temps. Et s'ils avaient eu la qualité technique qu'ils ont déployée pendant tout le tournoi, ou même par exemple la qualité technique qu'ils ont fait la première mi-temps contre les Blacks au mois de novembre, bah c'était 30-3 à la mi-temps, hein, parce qu'ils les ont quand même outrageusement dominés dans les occasions, avec une confrontation physique relativement équilibrée où ils n'ont absolument pas souffert dans les duels. Alors, ils ont dû y mettre beaucoup d'énergie, mais on n'a pas eu peur, en fait, de ces Anglais sur la mi-temps.
Ouais, il y avait finalement quand Gange, en fait c'était assez marrant parce que quand il faisait ses percées, juste à la fin, quand il arrivait vers le contact, il y avait toujours un petit pas ou deux vers la gauche ou vers la droite. En fait, donc il évitait un peu le contact. Il y avait un seul fois, je pense qu'après son 3e ou 4e, il a vraiment foncé devant et c'est celle-là où il a presque fait un peu de percée. Mais imaginons combien de kilomètres il a fait parce qu'il fallait se remettre en arrière, il fallait retourner avec tous les arrières pour se remettre en position. Il a fait des kilomètres, le gars. Donc Oui, tout à fait. Genge qui avait fait un match assez extraordinaire la semaine précédente contre les Irlandais et on avait un petit peu peur de sa performance en mêlée fermée. Et finalement, il a été quand même plutôt étouffé et on l'attendait dans le secteur plutôt de la mêlée fermée et de la confrontation au près. Ils ont choisi de le faire courir. Bon, assez peu concluant. Après, ce que les Anglais ont fait dans cette mi-temps, c'est que, et on le savait, ils ont très vite testé Jaminet sur les ballons hauts. Il a pris des ballons hauts, une pluie de ballons hauts pendant tout le match. Il en a loupé un ou deux, mais franchement, il a été super bon. Il s'est pas échappé. Il l'a pris la plupart, avec quand même pas mal d'autorité. Après, statistiquement, ils peuvent pas non plus en prendre 100%. Et les quelques fois où il n'a effectivement pas pris le ballon, c'est aussi parce que les ailiers anglais jouaient bien le coup et venaient vraiment le gêner et eux ont pris le ballon. Ouais, Stewart, notamment en deuxième mi-temps, ça a été assez flippant quand même. Ça. Ouais, Stewart, il est quand même quelque chose. Allez, on continue au match. On voit avec le démarrage de ce deuxième mi-temps le première occasion English sur nos 5 mètres. Mais non, vous ne passerez pas, monsieur. Et boum, Jelange fait un super plaquage. Trop de fautes contre nous et c'est vraiment tendu. Plaquage par le slip de Penaud sur Marchand et le grand Stewart marque les Anglais dont les stades sont super contents. 18-13. Les finisseurs sont arrivés vers les 50 minutes. Petit temps fort English, mais boum, goes Jelange encore avec un autre joli plaquage qui fait très mal. Stewart bon dans les airs encore lui. Jab par l'attaque blanche, toujours sur les épaules dures de notre 15 de France. Ficou nous chope un ballon et c'est nous qui à l'attaque. Jaco Pepper siffle un pénalité contre lui-même, obstruction. Et on est sur la droite avec Penaud qui a le ballon en main. Tout le monde rate le plaquage contre lui. Adrit attaque le trou tout droit. Dupont le suit. Essaye Dupont 25-13. Le match continue avec des super jeux de pied de Dupont et un drap. Quoi ? Pourquoi ? Et en plus, c'est contré. On n'a pas encore gagné le match, les garçons. On a encore 15 minutes à jouer. C'est nous, les Anglais. On répète les fautes. J'ai un coup de stress énorme. Ils sont presque là. Mais les Anglais n'arrivent pas à aplatir. On voit dans notre on-but encore un grand coup de pied de Jaminet. C'est comme un bouffée d'air frais. Les Anglais avancent sur nous. Marcus Smith, coup de pied à suivre. Et Villiers nous sauve. Ils volent le ballon destiné à le grand Stewart. Mais tout ce qu'ils essaient, les Anglais, ça ne passe pas par notre défense qui est fière comme un coq. Dernière mêlée, on le gagne. And who's the boss? C'est la France, 25-13. C'est des larmes et des gros câlins partout, car c'est le Grand Slam, baby. Ouais, alors moi, je vous l'ai pas dit, j'étais dans le stade, bon, tu le sais, toi, Thierry. Ouais. Donc, c'est vrai que là, l'ambiance était montée progressivement et c'est vrai que dans les 5 dernières minutes, on sentait très bien que voilà, ça pouvait plus nous échapper. Donc, il y avait une ambiance, mais effectivement magique dans le stade qui était plein comme un œuf. Tout le monde avait envie de ça. Quand on regarde par rapport à ces 2 dernières années où on a eu des stades vides avec des bâches, etc., et où ça sonnait creux dans le stade, etc., j'imagine que pour les joueurs et pour ceux qui ont vécu ça sur la pelouse, ça devait aussi être un événement tout à fait hors du commun. On a vécu une mi-temps quand même assez stressante parce qu'ils n'ont jamais été très loin au score, mais quelque part, la domination française était assez évidente et plus ça a été, plus la performance défensive en ayant pris le score et en n'étant jamais vraiment mis en péril à part sur l'essai, mais le reste du temps, même quand ils ont été près de nos lignes, on a défendu de manière remarquable sur les pénaltouches, on a défendu de manière remarquable au centre du terrain, on a gratté, on a fait des séquences défensives dès le début de la deuxième mi-temps. Les Anglais qui ont une pénalité qui est prenable au pied choisissent d'aller en touche pour essayer de marquer un essai assez vite et de prendre le score, etc. Et là-dessus, ils se prennent une défense énorme et ils repartent dans leur camp. On a quand même, je trouve, manqué un petit peu d'imagination offensivement, en particulier avec le jeu au pied, parce que eux, ils nous ont arrosés sur des ballons hauts en permanence. On s'est mis à faire un peu pareil. Du coup, on leur a rendu énormément de ballons. Et moi, je trouve que j'aurais aimé qu'on porte un petit peu plus le ballon
ou au moins qu'on alterne les jeux au pied et qu'on fasse notamment des jeux au pied courts dans le dos de la défense, qu'on n'a quasiment jamais fait. Ce que Marcus Smith a très bien fait en deuxième mi-temps 2 fois, et ça nous a foutu le feu à chaque fois. Et comme tu as dit, Villiers chipe le ballon, mais c'est miraculeux ce qu'il fait. Et ça prouve que ce joueur-là, il est obsédé par le ballon et par l'envie de tout nettoyer là où il est, quoi. Il est absolument incroyable, mais ce truc s'est passé à une vitesse mais supersonique, et qu'il attrape le ballon et qu'il se rebarre dans l'autre sens, on s'est dit mais c'est pas possible, c'est un miracle. C'était absolument dingue cette action. C'est comme un pickpocket à la gare, quoi. C'est un pickpocket. Et même l'ailier, je pense qu'il a dû se dire mais merde, où est passé le ballon. L'anglais, il devait absolument pas avoir du tout compris ce qui s'était passé. Enfin, en tout cas, moi j'ai évidemment complètement adoré cette deuxième mi-temps. L'essai, c'est vraiment la spéciale Dupont. C'est-à-dire que Dupont, qui s'est fait un petit peu oublier tout le match en étant précis, en étant présent, mais qui avait assez peu tenté lui-même, il a défendu comme un lion, il a découpé autour des regroupements, mais on dit on a un plan anti-Dupont, c'est surtout lui qui a un plan anti-anglais, parce qu'il les a secoués comme des pruniers autour, c'était quelque chose. Et cet essai, il est génial, parce que c'est effectivement une belle action un peu en travers, mais qui angoisse un peu les Anglais de Penaud, qui arrive sur un petit regroupement, et puis Aldrit qui trouve un trou de souris, et effectivement, quand il se retourne pour faire jouer, t'as Dupont qui est là, dans l'axe, et il y va, quoi, on va pas dire en marchant, mais quasiment. Et en fait, quand il y a une petite brèche qui se crée par un avant et que la défense est un petit peu étirée et que Dupont est au soutien, il y a essai en fait. C'est impressionnant. Je pense que ça a été une libération aussi pour eux tous, parce qu'au moment où ils prennent 25 points, ils se disent ça peut plus vraiment nous échapper quand même, et on a senti crescendo la force, la confiance, la joie monter aussi, et c'était très significatif dans le stade. Progressivement les gens se mettaient à sauter, à chanter, ils ont lancé des Marseillaises dans le dernier quart d'heure, et c'était pas tant pour les encourager que pour fêter ça, parce que d'une certaine manière c'était déjà fait, quoi. Voilà. Ouais. Oui, j'imagine que ça devrait être un moment magnifique. Moi, j'étais chez mon cousin, on fêtait ça, mais on était tous super contents. Mais en fait, c'était marrant parce que par rapport à la semaine dernière, qui a été un match, on va dire en anglais, grinded out. C'est vraiment, où il y avait aucun star la semaine dernière. Cette semaine-là, c'était le même, c'était grinded out, mais cette fois, il y avait tout le monde, c'était un star en fait. Ficou avait un match avec 2-3 récupérations de ballon. Dupont, avec les nombres de plaquages qu'il avait, 14, un truc comme ça. Incroyable. Les troisième ligne en général, tous magnifiques. Ouais, les coachings ont été remarquables, hein. Les remplaçants ont fait des super entrées. Movaca, quand il rentre plusieurs fois, il fait des très belles marches avant. Faut se rappeler que c'est lui, hein, qui avait été titulaire sur le match des Blacks au mois de novembre, qui a fait un match exceptionnel. Donc le fait que Julien Marchand lui ait repris sa place, ça prouve quel client c'est dans le groupe aussi, et le niveau de confiance qui est donné à Julien Marchand. On a une équipe, un effectif, mais on a 2 mecs par poste qui sont absolument tous plus incroyables les uns que les autres, quoi. C'est-à-dire, quand t'as Marchand qui sort, c'est Movaca qui rentre, et les mecs se disent mais putain, c'est pas possible, quoi. Ça s'arrête quand? Cretin fait une bonne rentrée. Enfin, ils font tous le job, quoi. Le job à 100%. Ce qui je trouvais assez sympa quand même, je reviens sur cette idée de tiens, ils n'avaient pas de tout peur du moment, et ils étaient là pour accepter ce moment-là, et ils avaient envie de briller tous. Et je trouve qu'ils avaient beaucoup de confiance en eux, et je trouve que ça se voyait. Ouais, ce que tu dis est très juste, et je pense que c'est le grand défi qui attend cette équipe, parce que maintenant son talent, sa classe, sa profondeur de banc, sa confiance, son savoir-faire a explosé là de manière maintenant définitive aux yeux du monde du rugby. C'est-à-dire qu'avec ce grand chelem en plus, y compris en ayant eu parfois des moments difficiles comme la première mi-temps où on fait tomber 3-4 en avant sur des occasions nettes, dans l'histoire du rugby français, on perdait toujours ces matchs-là. On pleurait, c'était good game à la fin, les Anglais enquillaient, on perdait 18-17 en disant putain, on a été meilleur qu'eux, quoi. Ouais. Et c'est l'histoire du rugby français, ces défaites-là. Et là, ce sont des victoires à chaque fois, y compris quand on a les trous d'air. Donc, on a complètement changé de mentalité et renversé la table et le logiciel mental des joueurs de rugby français qui avaient historiquement le panache dans la défaite, quoi. C'était toujours des losers magnifiques. Alors, bien sûr, il y a eu des grands moments de succès, etc. Mais combien de fois on avait le panache d'être ceux qui ont perdu en étant les meilleurs? Et ça, c'est terminé avec cette équipe-là. On l'a beaucoup dit, hein, mais
c'est une génération où ils ont été champions du monde U20, etc. Donc, ils ont appris à gagner de bonne heure. Il faut aussi se rappeler qu'il y a une ossature quand même très importante du Stade Toulousain qui paye en ce moment quand même l'absence de ses joueurs par sa place au classement de top 14. Les clubs jouent vraiment le jeu, hein, c'est-à-dire que tout le monde soutient l'équipe de France et ça change tout. Mais aussi, tous ces jeunes joueurs, ils sont champions de France, ils sont champions d'Europe avec le Stade Toulousain. Et ça compte, en fait. Hein. Ils empilent de la maturité, de la confiance, et ils ont peur de personne, en fait. Maintenant, ils ont mis 40 points au Black à Paris. Ils ont battu les Anglais en finale pour faire le Grand Chelem. Ils n'ont plus peur de rien. Donc, comment est-ce qu'on gère ce risque-là, puisque au rugby, quand tu deviens trop sûr de toi, tu perds. C'est tout le travail fantastique qu'a à faire Fabien Galtier et son staff. Ouais, c'est marrant parce que dans les pays anglophones, ils disent tous, ça dépend quelle France va, what France is going to show up. Tu sais jamais avec l'équipe de France, tu sais jamais s'ils vont gagner ou s'ils vont être magnifiques et beaux ou s'ils vont perdre. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, it doesn't matter what France is going to show up parce que la France, ils arrivent et ils sont là pour gagner, point. C'est ça. Et ça, c'est vraiment fantastique. Mais c'est une révolution culturelle. C'est une révolution dans le rugby français. Tiens, tu disais merci à Fabien Galtier. Moi, je voulais dire merci à ses lunettes, parce que c'est ça qui lui permet de voir le talent et dans ces garçons qu'il choisit. Et je trouve ça trop chouette. Et aussi, je l'aime bien quand il est devant le micro devant le match. Il a l'air d'avoir 15 ans, le mec. Il est vraiment content d'être là. Il est fier de son équipe et ça voit qu'il est là avec beaucoup de plaisir et que lui aussi, il apprend de l'élan, il prend de l'auteur, on va dire, par rapport à sa poste et voilà, et je trouve qu'il se sent à l'aise lui-même aussi. Alors, il se dit qu'il serait en train de se prolonger son contrat jusqu'en 2027, c'est-à-dire faire la prochaine Coupe du Monde et la suivante. Ça va être long, hein, mais en tout cas, moi je trouve que on doit évidemment rendre hommage à ce staff tout entier, parce que je pense que Raphaël Ibanez, qu'on voit un peu moins, est très important dans le dispositif aussi. Ibanez, c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié pour ses qualités humaines, de leadership naturel, on va dire, quand Galtier est plus un technicien froid, mais un technicien absolument hors pair. Donc, à eux deux, pour moi, ils ont un attelage, ils ont réussi à construire autour d'eux un staff qui est manifestement équilibré et performant. C'est évidemment leur grand succès. Et quand on voit sur les derniers mandats, en particulier celui de Jacques Brunel pendant la dernière Coupe du Monde, etc., à quel point parfois on se demandait quand même comment on pouvait avoir un mec pareil à la tête de l'équipe de France, etc. On a fait un pas de géant dans le management de l'équipe, mais un pas de géant. Et ça fait plaisir de voir aussi leur relation entre l'équipe et le staff. Et ils sont vraiment soudés. Ouais, à la fin du match, c'était sympa de voir sur les grands écrans tous les mecs qui se tombaient dans les bras, etc. Bon, quand ça gagne, en général, c'est comme ça. Ce qu'il faut dans ces équipes-là, avec des staffs étendus et des sportco avec beaucoup de monde, c'est quand ça perd que c'est intéressant, les relations entre les gens. Quand ça gagne, tout le monde est content. Quand ça paume, est-ce qu'on commence à se tirer dans les pattes ou est-ce qu'on se serre les coudes ? C'est ça la question. Bon, dans tous les cas, c'est un des meilleurs Six Nations que j'ai jamais vu. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, je pense pas, toi, que tu te souviennes d'avoir regardé aussi attentivement le tournoi Destination se termine par un grand chelem français, quand même. Oui, non, c'est sûr. Je pense qu'en 2010, je commençais à jouer tout juste. Ouais, j'ai commencé à jouer. Ouais. Mais je pense que le Six Nations, franchement, c'est magnifique. Oui, c'est le Six Nations, c'est quelque chose de très particulier parce qu'à la fois, il y a peu d'équipes. Et à la fois, c'est une compétition qui dure quand même relativement longtemps parce qu'elle s'étale sur 2 mois. Et moi, ce que j'adore dans cette compétition, c'est le parfum un petit peu printanier qu'il y a à la fin. C'est-à-dire là, on voit bien que c'est pas tout à fait la même ambiance. On commence en hiver et puis peu à peu, on s'avance vers les beaux jours, les feuilles qui repoussent un tout petit peu dans les arbres, les oiseaux qui chantent et puis c'est la finale du tournoi. Et c'est toujours les mêmes sensations d'avoir le plaisir de commencer le tournoi et on sait que quand on va le finir, ce sera le printemps. Voilà, c'est presque un petit peu poétique. Ah ouais. Et en même temps, ça dure depuis 100 ans. C'est ça aussi qui est génial dans cette compétition, c'est que c'est complètement intemporel. Donc, moi, je pense que le tournoi qu'ont fait les Français là, alors il y a bien sûr les aficionados parleront du grand tournoi de 77, c'était une toute autre époque, mais effectivement la grande équipe de Jean-Pierre Rive, etc., qui avait fait le Grand Chelem de 77, ça reste une épopée absolument extraordinaire. Je pense que celle-là est pas loin en termes d'impact sur l'histoire du rugby français,
tant elle vient vraiment couronner une génération d'exception qu'on risque de ne jamais revoir. Je pense qu'on tient là le potentiel d'équipe de France qu'on ne reverra peut-être jamais, ou en tout cas, c'est probablement ce qu'il y a eu de plus fort dans l'histoire de l'équipe de France à tous les postes, avec une telle profondeur de banc et un tel esprit d'équipe et envie d'avancer ensemble. Je trouve que c'est incroyable à quel point les planètes sont alignées pour cette équipe, donc je pense qu'ils peuvent aller très très loin. Si on se prend à rêver, peut-être qu'ils peuvent être champions en 2023 et champions en 2027. Ils peuvent peut-être rater dès 2023, donc soyons humbles, mais je pense qu'ils ont de quoi, ils ont le matériau pour être champion du monde en 2023 et en 2027 et taper 3 ou 4 grands chelems entre les deux. Voilà, je prends rendez-vous avec nos auditeurs en 2027. T'es à fond, et c'est super. Et voilà qui conclut ce petit épisode un peu spécial. Bon, c'était bien beau de revivre ce grand chelem. On a à nouveau des étoiles plein les yeux. Mais maintenant, on peut se projeter vers 2023 où il y a un double défi qui attend notre équipe de France parce qu'il s'agit de prolonger cette série d'invincibilité historique sur laquelle la France surfe pour l'instant avec 13 victoires d'affilée. Et aussi, pourquoi pas, de faire un double grand chelem 2 années de suite. Ce serait formidable. Allez, on croit beaucoup à cette équipe de France. C'est parti pour 2023.